Bien, bonjour à toutes et à tous. On est bien sûr très heureux avec Charles Baudouin de vous accueillir aujourd'hui. Cette réunion presse, cette conférence de presse pour Osatori qui ouvre ses portes, vous le savez, dès dimanche 12 juin. Et donc dès dimanche 12 juin pour vous présenter en avant-première les démonstrations. Et puis donc lundi 13 avec l'inauguration officielle. C'est la première fois depuis 4 ans que se tiendra cette exposition. Donc on est très content de pouvoir vous accueillir le 13, le 12 et même aujourd'hui pour répondre à vos questions. Donc je suis Marc Darmon, je suis le président du J4 qui organise cet événement avec notre filiale événementielle Coges Events qui est dirigée par Charles Baudouin qui vous présentera l'exposition. C'est la 27e édition du salon. C'est un événement qui ne cesse de confirmer sa position de premier salon mondial dans le domaine de la filière de l'industrie de défense et sécurité terrestre et aéroterrestre. Et évidemment, avec l'annulation de l'exposition en 2020, c'est un événement qui est très attendu par l'ensemble de la profession, c'est-à-dire les exposants, mais aussi les visiteurs. Alors un mot sur ce qu'est le J4. Nous représentons nos adhérents qui sont les entreprises dans le domaine de la défense et la sécurité terrestre et aéroterrestre. C'est près de 400 entreprises, des startups jusqu'à des grands groupes internationaux, multinationales et leaders mondiaux. Et ça couvre des industries, des activités industrielles, de services, de recherche, au profit évidemment des ministères de la Défense et bien sûr du ministère des Armées en France, mais aussi des institutions civiles, ministère de l'Intérieur et opérateurs d'importance vitale. Nos adhérents, qui représentent une très grosse partie de l'industrie dans le domaine, c'est à près de 8 milliards d'euros, c'est près de 50 000 emplois en France. Évidemment, vous le savez, ce sont des emplois extrêmement qualifiés, très peu délocalisables, et avec une répartition en région qui assure un très grand équilibre avec les territoires. Ce sont des emplois qui sont de haute technicité et donc qui sont idéaux pour toute activité de relance, notamment lorsqu'on parle de relance après des crises comme on l'a vécu. Notre industrie, elle est évidemment aussi garante de sécurité, de souveraineté et donc de liberté. Elle est essentielle pour la préparation de l'avenir. Elle travaille sur les sujets technologiques les plus avancés et elle participe à la place de notre pays, à la fois en termes de position, mais aussi en termes d'avancées commerciales et technologiques. Alors, laissez-moi saisir cette occasion pour vous parler de cette industrie avant de rentrer dans le vif du sujet de l'exposition elle-même. Nous avons vécu, évidemment, comme l'ensemble du monde économique et l'ensemble du monde industriel, des années 2020 et 2021 très particulières, naturellement. On peut considérer que notre industrie a montré une adaptabilité et une résilience très fortes. Des beaux résultats en termes de livraison de nos programmes et de livraison auprès de nos clients, donc avec un dialogue constant, nourri vis-à-vis de nos donneurs d'ordre, donc l'État, la Direction générale pour l'armement, la Direction générale des entreprises. Et on a permis de tenir les jalons sur 2 ans de la plupart de nos programmes. Nos industriels, nos employés, nos salariés, nos collaborateurs ont été exemplaires en cette période de crise, à la fois pour s'adapter aux contraintes de confinement, mais aussi aux contraintes de livraison de nos produits, de nos solutions, de nos systèmes, qui ne sont pas les systèmes de tout le monde, qui sont très particuliers et qui ont des vrais enjeux. Et puis, évidemment, dans le domaine de la sécurité, puisque le Eurosatory est aussi un salon que vous allez voir qui présente la sécurité, nous pilotons en tant qu'industrie 2 dossiers phares très importants du comité stratégique de filière industrie de sécurité que j'ai la charge également de présider. Le premier, c'est la sécurisation des grands événements et notamment bien sûr des Jeux olympiques et paralympiques 2024 et avant de la Coupe du monde de rugby en 2023 et aussi le sujet de territoire de confiance et de sécurisation des sites critiques. Alors, en 2022, je citerai 2 de nos défis que nous avons en tant qu'industrie. Le premier tient autour du dialogue avec les institutions financières et les institutions bancaires. Nous avons nos adhérents, les grandes entreprises de nos secteurs et les PME de nos secteurs ont des problèmes de financement de la part des banques, de la part des institutions financières qui, pour des raisons de compliance, d'over-compliance, hésitent à financer nos capitaux, nos exportations.
Il faut évidemment qu'on ait un dialogue avec les institutions bancaires pour qu'elles comprennent l'importance de souveraineté, l'importance de sécurité, l'importance donc environnementale et économique de cette activité. Si nous n'étions pas financés correctement, c'est une menace directe pour notre souveraineté. Donc nous avons entamé un dialogue constructif avec la Fédération française des banques pour trouver des solutions concrètes et pragmatiques pour que nos industriels continuent à être financés comme il se doit, compte tenu de l'importance de cette industrie pour la nation. Et puis au niveau européen, il est urgent qu'en Europe, on règle cette schizophrénie, cette contradiction entre la création de fonds européens de défense qui financent la technologie de défense au niveau européen, ce qui est extrêmement bien, et puis le risque de normes de taxonomie ou d'écolabel qui pourraient exclure l'industrie de défense. J'espère qu'on n'est plus dans ce risque-là, car ça serait évidemment très contradictoire. Et puis le deuxième challenge, je le disais, c'est que notre industrie de sécurité, et là je sors de la défense, notre industrie de sécurité, elle soit au rendez-vous pour la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Les enjeux de sécurité de cet événement hors norme sont évidemment très importants. Nous avons en France des industries leaders mondiales et tout un écosystème de PME, de start-up, de laboratoires et d'universités leaders mondiales dans le domaine des technologies de sécurité. Ça serait quand même un comble que l'on ne puisse pas s'en servir pour être une vitrine de sécurité et que l'on achète sur étagère des solutions chinoises, israéliennes ou américaines, et évidemment de servir et de livrer les jeux en toute sécurité. Alors un deuxième challenge que nous avons dans l'industrie, c'est évidemment de relancer l'exportation après 2 années 2020-2021 qui n'ont pas été faciles. Pour tenir notre base industrielle de technologie de défense, la masse critique de nos industries, il nous faut 50% à l'exportation, c'est le chiffre historique que nous faisons. 50% à l'exportation, c'est très important pour permettre de réduire le coût d'acquisition en France, les coûts de soutien du matériel en dotation en France. Évidemment, ça contribue à la balance économique et commerciale du pays. Mais en 2020, par exemple, ces exportations sont tombées à 40% du fait des difficultés d'exportation. Et les difficultés de voyage, de développement, de négociation de nouveaux projets peuvent faire prendre un risque pour 2022-2023 si on ne relance pas l'exportation. D'où l'importance des salons, des rencontres, le salon Eurosatory dont on va parler, mais aussi d'autres salons dans lesquels Coges Events est aussi meneur, soit parce qu'ils les organisent dans le reste du monde, soit parce que nous organisons des pavillons France dans beaucoup de salons à travers le monde. Très important pour avoir ces rendez-vous commerciaux d'envergure, et alors qu'on a vécu des contraintes sanitaires, vous le savez bien. Alors, au sein de nos enjeux du J4, et donc pour l'industrie de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre française, il y a aussi l'Europe. À court terme, évidemment, l'Europe, c'est aussi une source de financement, puisque l'Europe a décidé de financer des projets de R&D et de RT. Et puis à long terme, évidemment, de s'assurer que les industriels français prennent bien leur place dans la BITDE, c'est-à-dire la base industrielle technologique de défense européenne. Alors, sur le premier point, les projets de R&D, vous savez que les programmes précurseurs du Fonds européen de défense, le FED, dans ces programmes précurseurs ont été choisis 26 grands projets européens pour 160 millions d'euros, 158 millions d'euros exactement. Donc c'est moins que la dotation annuelle prévue pour le FED, pour le FED, mais c'est quand même pas mal, 26 projets. Parmi ceux-là, les adhérents du J4 dans ces projets européens, donc internationaux, sont présents dans 21. Donc 21 activités et industrielles du J4, et donc représentant notre industrie, sont présents dans ces 26 projets. Donc ça veut dire que nous avons quand même réussi à nous positionner dans la plupart des grands programmes européens de R&T. Évidemment, et vous l'avez compris, les budgets vont croître dans les années 2022-2023 et il faut continuer. Évidemment, dans notre base industrielle des grands groupes leaders mondiaux, des PME, des ETI et des startups, il faut qu'elles soient toutes représentées et donc que nous animions cet écosystème. Dernier sujet autour du fait que notre industrie de défense et de sécurité, terrestre et aéroterrestre, évidemment, a pris le virage depuis longtemps d'être des industriels responsables. Donc, avec plusieurs sujets autour de la RSE, autour de l'ESG. Je vais donner que des exemples, mais vous verrez dans notre rapport annuel comment les industriels se positionnent sur ces sujets
de responsabilité et d'enjeux sociaux, éthiques et environnementaux. Alors, quelques exemples que je cite. D'abord, nous avons créé une commission énergie opérationnelle pour répondre à la nouvelle stratégie énergétique du ministère des Armées. Consommer moins, consommer mieux, consommer sûr, évidemment, puisque nos opérations, nos systèmes, nos produits sont engagés dans des opérations de souveraineté et bien sûr dans lesquelles la résilience et la permanence est indispensable. D'autres exemples donc, en matière de gouvernance, alors je cite le groupe Thales qui mène depuis plus de 20 ans une politique de responsabilité d'entreprise qui est forte et qui s'appuie sur des normes internationales les plus strictes et qui est reconnue comme cela. Dans la manière de transition énergétique, un exemple, mais parmi beaucoup d'autres, les entreprises qui sont impliquées dans le programme Scorpion, c'est-à-dire Nexter, Arcus et Thales, elles travaillent en concertation avec la DGA pour une solution d'hybridation des véhicules Griffon. En matière de féminisation, d'inclusion et diversité, beaucoup d'exemples. Si je prends un de nos adhérents, Shark Robotics, qui est une PME de La Rochelle et qui s'est engagée à la parité dans ses effectifs, donc la parité totale dans ses effectifs, et évidemment dans le handicap, des sujets qui tiennent bien sûr à cœur, puisque les industriels du J4 sont tous très engagés auprès de nos blessés, notamment les blessés de l'armée de terre. Donc évidemment, ça rejaillit sur notre mission d'organisateur de salon. Charles Baudouin y reviendra, mais Eurosatory, c'est le premier salon de défense et de sécurité qui est labellisé ProDS, qui est un label européen éthique, social et environnemental. On y reviendra. Dernier point, et c'est lié à notre engagement sociétal, c'est lié à notre engagement de responsabilité, c'est l'attractivité de notre secteur. Nous sommes un secteur très technologique, nous sommes aussi un secteur en croissance, et nous sommes un secteur qui recrute énormément. L'attractivité est extrêmement importante pour l'ensemble des industriels de notre secteur. Le dernier jour du salon, vendredi, sera très orienté autour de ces sujets d'attractivité, autour du sujet de visite d'étudiants, dans le cadre du cadre ingénieur jusqu'aux techniciens. Il y aura des tables rondes vers les étudiants, il y aura des tables rondes, des rendez-vous B2B avec les industriels français qui exposent et qui présenteront leurs solutions aux étudiants. Et c'est aussi l'occasion pour eux de découvrir une industrie régulée, mais responsable, innovante, avec des offres d'emploi, avec des parcours de carrière qui sont innovants. Voilà, je vous ai un peu résumé les enjeux de notre industrie à l'occasion de cette présentation de ce qu'on va montrer à Eurosatory dans une quinzaine de jours. Et maintenant, je parle la parole à Charles Baudouin. Et avant, un petit créneau, s'il vous plaît, pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, bien sûr, on sera là, Charles et moi et d'autres, toute la matinée. Mais n'hésitez pas si vous avez tout de suite des questions sur ce que j'ai présenté. Il y a un micro qui circule, ça sera avec plaisir. Bonjour, je suis Elias Masbounji, président de la presse étrangère et correspondant du quotidien libanais L'Orient le Jour. Pourriez-vous nous parler un peu de ce nouveau phénomène qui s'appelle les drones de combat? Est-ce un phénomène passager ou est-ce un système qui va perdurer, qui va se développer et qui va prendre l'importance dont on parle dans la presse spécialisée? Merci. Je vais faire une réponse en deux parties. La deuxième partie, c'est Charles Baudouin qui, soit maintenant, soit tout à l'heure, expliquera comment on a un espace robotique au sein d'Eurosatory dédié à cette question. Mais je fais une réponse un peu par le haut et très simple. Monsieur, je suis désolé pour ne pas rentrer dans le détail. Tout le monde considère aujourd'hui, en tout cas dans l'effort doctrinal que nous avons au sein des armées et entre industriels, que la robotique et les drones dans le combat terrestre et aéroterrestre vont être un changement extrêmement important dans les prochaines années. Ça va changer la doctrine d'emploi, ça va changer les opérations sur le théâtre, ça va avoir un impact extrêmement important, que ce soit les drones au sol, donc des robots terrestres, que ce soit les drones embarqués. Donc c'est difficile de répondre à votre question en quelques secondes ou en quelques minutes, tellement le sujet est vaste, sachant que le mot drone, à lui tout seul, revêt des réalités extrêmement différentes entre des mini-drones et bien sûr des grands drones de surveillance ou des drones de combat qui sont de la taille de cette pièce. Mais on considère aujourd'hui que ce n'est pas un effet de mode. On voit déjà des opérations qui se déroulent avec une densité de drones très importante. Mais surtout, l'effort doctrinal et de compréhension de l'enjeu opérationnel est parfaitement compris à la fois par nos forces et du coup par nos industriels.
Je compléterai la réponse dans les tendances en matière de défense du salon, hein, dans ce qu'on voit comme tendance majeure. Et le drone, bien sûr, est central. D'autres questions peut-être? Ok, bon. C'était moi. Bonjour, je suis Nidal Amadé, je suis gérant de la société de production audiovisuelle. Bon, je suis journaliste libanais. J'ai une petite question au niveau de la conférence, le salon. Vous avez dit que c'est mondial. Est-ce que les sociétés russes sont présentes? Alors, la réponse en un mot est non. Mais toutes les questions qui sont de précision sur le salon, les exposants, etc., attendez la présentation de Charles Baudouin, parce que vous allez avoir beaucoup d'informations sur ces sujets. Mais en un mot, la réponse est non. Bonjour, Lilo Miango, journaliste congolais, République démocratique du Congo, magazine Ngambo Nangambo, membre de l'Association de la presse étrangère. Est-ce qu'il y aura des étudiants russes qui peuvent visiter le salon? Dès lors que des gens ont un visa et qui n'appartiennent pas au secteur de la défense, y compris d'ailleurs métiers de défense, ils peuvent venir. On ne peut pas refuser à des gens de venir parce qu'ils sont russes. Ce qui ne vient pas sur le salon, ce qui aujourd'hui n'est pas dans la ligne du salon, c'est des entreprises de défense et sécurité russes et des médias russes. Voilà. Mais quelqu'un qui est russe peut venir, qui travaille à Paris, peut très bien venir en tant qu'étudiant, parce qu'il y a une journée réservée aux étudiants vendredi. Et je ne vois pas pourquoi on intégrerait un étudiant qui est en séjour en France de venir. Hein. Le sujet, ce n'est pas contre les Russes, c'est par rapport à la Russie. C'est distinction. André Browns, Channel 7, télévision australienne, membre de l'APE. Si j'ai bien compris, vous souhaitez positionner davantage le G4 pour être présent pour la sécurité pendant le Paris 2024. Et vous mentionnez des firmes chinoises et israéliennes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus et vous avez des moins? Rien. Ils n'ont rien de plus. Ils n'ont rien de plus. En revanche, ils ont participé à la sécurisation des derniers événements. Et donc, évidemment, ça serait la facilité de prendre des solutions sur étagère chinoise. Donc, ils n'ont rien de plus. Puis je dis un mot sur l'industrie de sécurité, puisque j'ai la charge, je vous l'ai dit tout à l'heure, de présider aussi l'industrie de sécurité en France, au sens large, hein, y compris la sécurité numérique, y compris la cybersécurité. Nous avons en France une industrie de sécurité leader mondial. Leader mondial, avec des grands groupes industriels leaders mondiaux dans leur domaine, de protection de sites, de télécommunications sécurisées, de cybersécurité. Nous avons un écosystème d'entreprises de taille intermédiaire, de PME. C'est une entreprise extrêmement technologique, donc le monde académique, le monde universitaire, extrêmement brillant, avec des insertions technologiques autour de beaucoup de technologies qui peuvent servir à la sécurité. Leader mondial, les plus belles références au monde. Leader mondial dans l'édition de titres sécurisés et d'identité numérique. Leader mondial dans le domaine de sécurité des sites critiques, sécurité des villes, sécurité des communications, avec des entreprises qui font les communications des forces de sécurité dans le monde entier. Donc on n'a rien à envier à ces industriels-là. Et c'est pour ça qu'on veut absolument s'assurer qu'il y aura bien des solutions françaises qui seront choisies pour sécuriser un espace de Jeux olympiques qui est considérable, puisqu'il va falloir sécuriser un nombre de sites olympiques très particuliers, des stades, des espaces pour les athlètes, des espaces pour les fans, pour les spectateurs. Ça sera la première fois depuis très longtemps que les Jeux seront en pleine ville. Hein, parce que quand on parle des Jeux olympiques de Londres, les Jeux olympiques de Tokyo, en fait, on n'est jamais en ville. Là, on sera en ville, vraiment en ville, donc avec des contraintes de sécurité extrêmement importantes, des contraintes de cybersécurité extrêmement importante aussi. On considère qu'entre deux Jeux olympiques, le niveau de menace et d'attaque est multiplié par 8 en termes de cyberattaque. Donc vous imaginez l'importance de protéger l'ensemble de l'informatique et des systèmes opérationnels des Jeux olympiques contre des cyberattaques. Et nous avons en France une industrielle leader mondiale. Donc non, on n'a pas du tout à rougir. Mais justement, d'où notre motivation à s'assurer que ce sont bien les solutions françaises qui seront choisies pour sécuriser soit l'ensemble, soit des morceaux de l'ensemble des Jeux olympiques. Bonjour, Mathieu Ravechon de l'AFP. Le conflit ukrainien a matérialisé le retour de la haute intensité
défensité. Comment est-ce que cela se matérialise-t-il au niveau du salon, dans les exposants ou les conférences? On va y venir. On va y venir au niveau du salon et de son organisation et des zones particulières. Évidemment, je représente les industriels et notamment un industriel que je connais bien. On a tous évidemment adapté nos présentations et nos sites par rapport à nouveaux risques. Bonjour, Agnès Faure pour Bruxelles 2. Vous parliez tout à l'heure de l'importance de l'exportation pour le secteur. Est-ce que les récentes annonces de différents pays européens de hausse de budget de défense, est-ce que ça vous rassure? Est-ce que vous voyez déjà des effets dans vos carnets de commandes? Donc des effets dans les carnets de commandes, malheureusement non, hein, puisque ce sont pour l'instant les annonces et des préparations budgétaires. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'il faut absolument que l'industrie française tire son épingle du jeu de ces budgets qui sont annoncés. Certains qui sont annoncés et bien visibles, j'imagine que vous faites référence par exemple à ce qu'a annoncé l'Allemagne, mais d'autres pays d'Europe ont aussi prévu d'augmenter leur budget considérablement, et il faut que l'industrie française tire son épingle du jeu. Ces pays-là ont une industrie nationale généralement plus faible que l'industrie française, pour beaucoup de raisons. Il faut éviter évidemment que les Américains prennent la majorité de ces budgets-là. Donc oui, nous nous préparons à être capables de répondre à ces besoins-là. Mais en revanche, non, il n'y a pas d'effet immédiat. Il faut être prêt à faire la promotion de nos solutions. Les salons et la capacité de présenter nos capacités sont importantes. Notre compréhension, nous, industriels, du monde opérationnel et des vrais besoins opérationnels, c'est extrêmement important. Donc ces salons sont aussi l'occasion d'échanger avec les opérationnels pour nous-mêmes mieux comprendre à quoi servent nos matériels et quels sont les changements de priorité. Et donc il faut qu'on soit adapté. Traditionnellement, l'industrie française est une industrie leader, je l'ai dit, mais c'est une réalité. C'est une réalité en termes de taille et de chiffre d'affaires. C'est une réalité parce que nous équipons une armée qui se déploie et qui se projette en opération, contrairement à beaucoup d'autres pays européens. Et du coup, on a vraiment tout ce qu'il faut pour être capable de saisir ces opportunités. S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, de toute façon, on reste là pour la matinée. Je passe la parole à Charles Baudouin pour le salon proprement dit. Bien, bonjour à toutes et tous. Mon propos va s'organiser autour d'une idée très assez simple, hein, et c'est ce que je développerai de façon très concrète et rapide. Premièrement, Eurosatory est de retour après 4 ans, dans une donne mondiale qui a changé. Il a retrouvé sa place, et de très loin sa place de premier salon défense et sécurité, comme le disait Marc. Et c'est un salon qui est intégrateur de capacité. Je vais vous démontrer certainement pour certains d'entre vous que loin des idées reçues, ce n'est pas qu'un salon terrestre, loin s'en faut. Et enfin, c'est un salon qui est déjà force de proposition pour répondre aux défis de l'avenir. C'est quand même ce pourquoi il est prévu. Donc, pour ma part, je suis directeur général de Coges Events, une société qui est à parité totale, hommes-femmes. Hein, très précise dans ses chefs de service comme dans ses collaborateurs, ça vaut le coup de le préciser. Depuis maintenant presque 2 ans, j'ai un passé d'officier général dans l'armée de terre, Saint-Cyrien, armée des cavaleries, et un grand passé capacitaire, connaissance parfaite du domaine industriel, technico-militaire, ce qui m'aide quand même grandement dans ce travail pour mettre en perspective le salon. Alors, le salon Eurosatory, je l'ai dit, retrouve sa place de leader mondial pour 2 raisons essentielles. D'abord parce qu'il dispose d'une équipe parfaitement professionnelle et dédiée à cela, entièrement dédiée à la défense-sécurité. Nous ne ferons pas de salon sur d'autres domaines que la défense-sécurité. C'est une société qui est filiale à 100% du J4. Donc le fait d'être attaché à un groupement industriel nous ancre vraiment dans un professionnalisme total sur le sujet et au fait de toutes les problématiques, et une offre de service qui est unique au monde. Si Eurosatory est de très loin le président du monde, c'est aussi parce qu'elle a une offre de service remarquable en termes de vis-à-vis des exposants et des visiteurs. Et je le répète, on voit sur le salon complètement inégalé. Donc ce premier rang est loin des Européens, et c'est bon de savoir qu'une PME de 34 personnes tient quand même le pré-salon du monde, devant beaucoup de sociétés, et notamment en anglais, qui organisent beaucoup de salons. Alors, je le dirai, vous le verrez, ce salon retrouve sa place incontestable de prix mondial. Mais la comparaison s'arrête là. Parce que vous le savez comme moi,
ce salon s'inscrit dans un nouvel ordre mondial. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Joe Biden ou c'est le ministre de la Défense russe qui le disent. Donc on peut parler de nouvel ordre mondial qui est en marche. Cet ordre mondial n'est pas que le fait de la haute intensité qui revient et des conflits interétatiques avec des émissions des chefs d'État pour aller vers des conflits symétriques, alors que nous vivions depuis 30 ans dans des conflits asymétriques. C'est aussi la prise en compte, et Marc l'a abordé, fondamentale pour l'industrie de défense et sécurité du réchauffement climatique. En 4 ans, il s'est passé comme 10 ans. Si le Covid et la guerre ont accéléré les tendances, elles sont quand même là. Et aujourd'hui, la prise de conscience du domaine de la sécurité en termes de protection de l'environnement, maintenant et en 2018, n'est plus la même du tout. Troisième point, et c'était fondamental, c'est la donne technologique, l'explosion du numérique. Toutes nos sociétés maintenant, occidentales en tout cas, et la plupart des sociétés du monde, bâtissent leur économie, et même l'humain, sur le numérique, sur la chaîne numérique, dont on voit à la fois la puissance totale, et on n'a pas envie de revenir en arrière, mais la fragilité. Et les cyberattaques sont là pour nous montrer que nos systèmes sont faillibles. Donc voilà, les 3 grands défis mondiaux, les grandes tendances mondiales, que je vous demande de retenir, dans lesquelles nous inscrivons totalement. Et je vais vous montrer que Eurosatory s'inscrit totalement dans ces données mondiales. Et c'est logique, on n'est pas là pour vivre dans un coin. Voilà. Le premier rang mondial d'Eurosatory, c'est d'abord le nombre d'exposants, de très loin. Nous présentons un spectre extrêmement large de capacités, depuis la très haute intensité, jusqu'à l'appui au secours, tout ce qui est médical, etc., logistique, complètement civil. Donc il y a une palette très large et vous verrez qu'elle a une cohérence totale, cette palette. Alors, pour vous parler un peu de typologie, ça a toujours été un salon à prédominance européenne. 70% des exposants sont européens. Si j'étends ces exposants à ceux de l'OTAN qui ne sont pas européens, on est à 80%. Donc 80% des exposants sont des Européens otaniens. Voilà, donc ce qui est un peu logique, hein, chaque salon du monde a sa typologie, et c'est vraiment une prédominance. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, parce que, comme il dit, il y a quand même 62 pays, donc on a une grosse moitié des pays, des exposants qui viennent de l'Europe et de l'OTAN, et l'autre moitié vient d'un certain nombre de pays. Hein, et c'est heureux parce qu'il faut qu'on puisse voir l'état de l'art mondial sur un salon. Hein. L'état de l'art ne vient pas que de certains pays. Dans cet ensemble, les Français sont très présents, et plus présents que jamais. On a battu un record en présence de Français par rapport à 2018. 2018 était le salon record d'Eurosatory. Donc on l'égale largement aujourd'hui, donc on est vraiment au premier rang. Et on a retrouvé notre premier rang. Et les Français sont très présents. 38% exposants, 650 exposants sont français. Donc plus du tiers des exposants sont français sur ce salon. Et c'est une bonne manière de mettre en valeur l'industrie française, qui doit elle-même, hein, dans un monde qui n'est pas simple, se comparer aux autres. C'est évident que sur les marchés mondiaux, ils sont en concurrence, ces Français. Il est extrêmement sain que les Français soient présents avec les autres pour bien se comparer, parce qu'ils se retrouveront dans des défis de mise en compétition sur tous les marchés. Ce qui est fondamental à retenir, et c'est certainement le fait de la prise de conscience de l'Europe de cette donne, c'est qu'on a une très forte hausse de participation de pays de l'Est de l'Europe et du Nord de l'Europe. Hein. Par exemple, la Suède, qui en 2018 avait présenté 14 sociétés, en présente 34 cette année. Le Danemark, qui présentait 22 sociétés, en présente 37. Les 3 pays baltes, la Slovaquie, sont des pays qui ont explosé aussi leur taux de présence. Donc on voit une très forte mobilisation de l'industrie de défense du Nord et de l'Est qui ne vous surprend pas, mais qui marque aussi qu'on s'inscrit à une nouvelle donne. En contrepartie, on a une moindre présence du fait de la pandémie qui est perdurante dans le sud asiatique, notamment des Chinois qui sont très peu présents, même si le plus important d'entre eux, qui s'appelle Norinco, sera présent. Il y a quand même 4 sociétés chinoises sur 54 en 2018. Ce n'est pas de bouder le salon, c'est qu'ils ont, vous savez, des contraintes extrêmement fortes. Donc le sud-est asiatique est moins représenté, et donc c'est un salon qui va se recentrer, je dirais, beaucoup plus sur, de facto sur l'Europe. Voilà. Et à savoir que toute la chaîne de production est présente, hein, depuis les matières premières, ou depuis les petits composants microprocesseurs, jusqu'au métasystème, système de système. Hein, vous avez toute la chaîne de production présente, et ça fait des alliages, des aciers, jusqu'au système complet. Et bien sûr, je l'ai dit, l'exhaustivité de la nomenclature, nous avons le salon qui présente le spectre le plus complet et de loin du monde entier. Les grandes tendances, j'y reviendrai après quand je parlerai de certaines choses.
Mais retenez que les grandes tendances, sans surprise, c'est le numérique qui tient la corde, de très loin. Aujourd'hui, le game changer, c'est le numérique. D'abord parce que c'est la brique de base de l'industrie, en tout cas occidentale et pour une grande partie de l'industrie mondiale, en tout cas sud-est asiatique aussi. Et c'est aussi ce qui structure. Donc, le cyber, que ce soit la protection contre le cyber, que ce soit le brouillage ou l'anti-brouillage, les gens ont pris conscience que nos systèmes sont très fragiles et il y aura beaucoup de propositions sur des systèmes résilients. Comment avoir des liaisons résilientes en période de brouillage, quand on peut brouiller le GPS, etc. Donc on voit bien que le numérique s'adapte à la fois dans la partie offensive et dans la partie défensive pour mieux être résilient. Et il y a du gros travail. La connectivité, les robots. Aujourd'hui, les capacités militaires, retenez qu'elles sont connectées. De même que votre maison est connectée, de même que vos objets à la maison sont connectés, on est parfaitement connectés. Et la puissance aujourd'hui de l'action militaire, c'est toujours d'avoir un effet combiné d'actions différentes. Et ça se fait par connexion et par la compréhension de situation. Ça crée aussi, comme je l'ai dit, des faiblesses. La robotique est un sujet qui n'est pas nouveau, mais qui se développe. Autant la robotique terrestre se heurte pour l'instant à certains soucis parce que, par essence, le milieu terrestre est beaucoup plus contraignant que le milieu aérien ou maritime. C'est pour ça qu'on voit facilement des drones aériens et maritimes se déployer dans les armées. On voit beaucoup moins d'armées équipées de robots pour l'instant. C'est plutôt encore. Mais il y a une démarche forte. Et bien sûr, le robot fonctionnera bien si l'intelligence artificielle. Il y a une très grosse action sur l'intelligence artificielle sur les salons, que ce soit les startups, que ce soit les grands. Pourquoi? Parce que le numérique, c'est la donnée. La donnée, soit on ne l'utilise pas, on l'utilise et puis on la disperse, soit on la capitalise et on l'analyse. Et c'est bien l'intelligence artificielle qui va analyser la donnée pour permettre des niveaux supérieurs de compréhension et d'aide à la décision. Voilà. C'est aussi les automatismes, développer des automatismes beaucoup plus puissants sur tout le matériel, qu'ils soient d'ailleurs habités ou inhabités. La sécurité civile et la logistique, c'est important, et je le dirai tout à l'heure, c'est un secteur très important qui se développe, qu'il convient de prendre en compte. Les Ukrainiens, je lisais un article hier, estimaient qu'ils perdaient entre 60 et 100 personnes tuées par jour. Donc imaginez que dans un conflit qui n'est pas de très haute intensité, qui est de haute intensité, mais pas de très haute intensité, on voit bien qu'il y a une usure des Russes qui ne travaillent pas partout, on est quand même à 60 à 100 morts par jour. Ça veut dire que ça fait facilement 600 à 1000 blessés par jour à évacuer du champ de bataille. On est des paradigmes qui sont très différents de ce qu'ont connu les armées occidentales depuis un certain temps. Ça veut dire que le médical revient et que pour faire face à une action de haute intensité, le médical militaire ne suffira pas. Il faudra mobiliser toutes les chaînes, y compris l'évacuation des blessés au contact. Tout ça, c'est nouveau. Tout ça, c'est nouveau pour beaucoup de pays. En 2018, on n'en parlait pas de ça. On faisait un salon qui était centré sur l'asymétrique. Donc, il y a des paradigmes nouveaux qui obligent à des challenges et des défis nouveaux et se remettre en cause. L'antiaérien, très présent. Vous savez que c'est une faille de la plupart des systèmes de défense européens, c'est l'absence presque totale du système de défense aérien. Et bien sûr, notamment anti-drone, mais pas que anti-drone. Et le domaine aérien en général est très présent, ce qui est logique. Je vais y revenir. Les délégations attendues. Nous allons battre le record des délégations attendues, c'est une évidence. Si je fais le compte des visiteurs qui s'inscrivent en ligne, qui ne sont pas donc les très hautes autorités, les visiteurs normaux qui s'inscrivent, on est à plus 14% aujourd'hui par rapport à 2018, qui était, je rappelle, le salon record. Les délégations, nous avions 225 délégations, nous sommes à plus de 212 actuellement et on est en accroissement très élevé. On a un certain nombre de ministres déjà, 46 chefs d'état-major, il y a quand même les chefs d'état-major de l'armée américaine qui sont présents, l'armée allemande, beaucoup d'armées qui seront présents, du monde entier. Et donc c'est forcément le lieu, au moment où tout le monde s'interroge sur quelle défense pour demain, le fameux « comment je vais faire », je constate maintenant je fais comment, je fais quoi, eh bien c'est un lieu d'échange premier. Voilà, on n'avise pas, bien sûr, il y aura l'OTAN qui sera très présent, l'Union européenne sera très présente, en quelque part ça sera un forum d'échange informel. Je sais bien que l'Europe et l'OTAN ont d'autres forums pour échanger entre eux, ce qui est logique, mais Eurosatory sera le lieu particulier de cette réunion extrêmement riche qu'on ne verra jamais ailleurs de délégations et qui pourront échanger entre elles, se poser les questions et vers où aller et vers où mettre les efforts. Il y a d'autres délégations, bien sûr. Le secteur sécurité est très important, donc il y a beaucoup de ministres de l'Intérieur qui viendront aussi.
hein, d'agences de procurement, etc. Donc, vous voyez, donc ici, on a vraiment un panel extrêmement large de visiteurs. Ceux de haut niveau sont des décideurs. Hein. Donc, c'est du procurement aussi. C'est ceux qui ont les moyens d'acquérir les systèmes. Voilà. L'autre sens, eh bien, on a des experts qui viendront en qualité. C'est un lieu, on aura, j'y reviendrai, beaucoup de conférences et lieux d'échange. Hein, et ce sera plus que jamais important. Voilà, vous avez tout. Par exemple, vous avez l'US Senate, hein, la responsable de tout ce qui est sécurité du Sénat américain. Quand on sait ce qu'a subi le Sénat américain, d'avoir la responsable qui vient sur Satori, vous voyez qu'on peut acquérir énormément de choses sur Satori, et je vous montrerai bien au-delà de ce qu'on peut en attendre. Plus de 100 conférences, 110 conférences pour le moins aujourd'hui établies, hein, qui sont des conférences libres, hein, non payantes, où les gens peuvent sur le salon même, hein, pas dans les salles dédiées, sur l'espace salon même, au milieu des exposants, ce qui est une excellente chose, avec des conférences de retour d'expérience des armées françaises, qui est quand même logique et attendu, des exposants, mais aussi tous les sujets, hein, comment l'Europe s'organise, le Front européen de défense, l'éthique en termes de défense et sécurité. Tous ces domaines-là seront battus dans des domaines très vastes, hein. Et je tiens aussi à dire que nous aurons des conférences, pour la première fois des conférences high level avec Eric Cosmos, avec Cosmos sur 2 thématiques. Une thématique interprétation d'imagerie satellitaire et une deuxième thématique est l'avenir des drones dans un milieu non permissif. Vous savez que les drones ont été développés extrêmement fort dans un milieu où on a une supériorité totale. Donc aujourd'hui, on réfléchit à des drones un peu différents, un peu mieux aptes à se défendre. Ils sont aujourd'hui très puissants mais très vulnérables. Voilà. Les hélicoptères militaires sont au centre des sujets aussi. On aura beaucoup d'organismes, des conférences. On aura l'équipe otanienne qui travaille sur le futur hélicoptère. On aura une présence exclusive du nouveau hélicoptère H-160 Guépard des armées françaises qui vient d'être notifié par la DGA à Airbus Industrie. On aura des hélicoptères américains présents. Hein. Donc c'est un forum important. Les démonstrations dynamiques, elles sont toujours très attendues. On a la chance d'avoir un panel très riche. L'armée de terre fera un effort très conséquent pour présenter ses capacités. Le chef-d'état-major de l'armée de terre l'a voulu en personne. Mais aussi, nous aurons des unités aussi prestigieuses que le GIGN, le RAID. Pour la première fois, les CRS viendront faire des démonstrations. La brigade des sapeurs-pompiers et la BRI qui viendront. Donc on a quand même une présentation institutionnelle française de haute qualité qui permettra tout au long du salon de présenter des savoir-faire qui sont souvent admirés par beaucoup. Démonstration industrielle, bien évidemment, hein, surtout centrée, comme c'est une démonstration dynamique, surtout centrée autour des véhicules habités, de robots et dessins de drones. Voilà. Donc c'est voilà. Enfin, démonstrations qui seront à l'intérieur du salon sur le NRBC, donc tout ce qui est nucléaire, bactériologique, chimique, qui revient aussi en force. Hein. Les armes sales, ça existe partout dans le monde. C'est une arme de terrorisme, c'est peut-être une arme d'armée aussi. Hein, certaines armées ont encore des arsenaux. Comment faire face à ce danger qui est terrifiant pour les populations? Aujourd'hui, personne n'est protégé, et les armées le sont à peine, et surtout pas les populations, contre des dangers terroristes, hein, parce que je rappelle que c'est pas que la haute intensité, c'est l'addition de la haute intensité, de la lutte contre le terrorisme et contre les criminalités organisées. Hein. Voilà. Et donc démonstrations aussi tout à fait intéressantes qui seront dans le hall 5 de l'Association nationale de la visio protection, qui consiste à faire des safe building, c'est-à-dire comment protéger des infrastructures par des systèmes modernes qui permettent de l'intrusion notamment. Tout à fait important dans un monde où, comme le disait Marc, on doit aller vers des théâtres de confiance qui passent par des villes plus sécurisées, aussi des administrations plus sécurisées face à toutes sortes d'agressions. Voilà. Alors, j'insiste sur le point, beaucoup d'entre vous peuvent croire que c'est un salon terrestre. Alors, ils disent aéroterrestre. OK, ils rajoutent les hélicoptères parce que c'est les gars. Non, pas du tout. Il y a 5 milieux, vous savez. 5 milieux. Il y a 3 milieux qui sont connus, c'est terre, air, mer. 4e milieu, c'est l'espace. 5e milieu, il est un milieu immatériel, c'est le cyber. Voilà, aujourd'hui, on parle de 5 milieux. Eh bien, écoutez, les 5 milieux sont présents sur Satori. Et pas de façon anecdotique. Si je cumule les entreprises qui sont du secteur aéronautique et espace, elles sont 400. 400 sur 1700. Si j'ajoute la plus de centaines d'entreprises qui viennent du milieu naval, et si j'ajoute la plus de centaines d'entreprises qui viennent du cyber, plus d'un tiers des exposants ne sont pas du domaine terrestre. Et c'est normal. Pourquoi est-ce normal? Parce que le milieu terrestre est par essence intégrateur de capacités.
Vous ne pouvez pas mener une action au sol, que ce soit civile ou militaire, sans avoir les flux de l'espace, le positionnement, la navigation, le temps réel pour pouvoir mettre ses radios, l'observation spatiale, hein, et les communications sécurisées. C'est une évidence. Donc, tout le monde. Donc, il faut cesser, je crois, de dire « Ah oui, les trois salons très distingués qui sont Euronaval, Eurosatory, Paris Le Bourget, qui se complètent parfaitement, mais ils se recouvrent aussi. Et c'est logique. Aucun chef d'état-major n'ira avoir que des matériels qui roulent parce qu'ils sont au sol. Il a besoin d'avoir des flux et les systèmes de commandement, par essence, que développent Thales et d'autres sociétés françaises, sont par essence des systèmes interarmés, interalliés et même interministériels. Il faut pouvoir aujourd'hui dialoguer. Quand vous avez Sentinelle, il y a des dialogues qui sont entre le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur et la sécurité civile, c'est évident. Voilà. Pour vous aussi, pour casser un peu l'image du salon méchant, 10% des sociétés présentent des capacités létales. Fusils d'assaut, chars, mitrailleuses, etc., tout ce que les communs qu'on a, 10% des sociétés sur 1700. En revanche, 20% des sociétés dans le domaine médical. Et 15% des sociétés font de la logistique, en termes d'infrastructure ou de transport. Donc voilà, je voudrais casser un peu l'image d'un salon, une vision réductrice d'un salon, qui est un salon en fait intégrateur de capacité. Et on parle de tout à Eurosatory. Alors, j'ai dit, et je le répète, notre devoir, c'est de faire face aux défis de demain, d'aujourd'hui et de demain. Nous avons imaginé, entre J4 et COGES, une capacité qui n'existe pas encore, qui pourtant répond à un besoin avéré. Le réchauffement climatique crée des catastrophes humanitaires et environnementales. Breil-sur-Roya, vous avez AZF, on est quand même des noyés en Europe, en Allemagne et en Belgique, en plein XXIe siècle. Partout dans le monde, vous avez une multiplication des crises. Comment répondre à ces crises? Les États sont souvent désarmés. D'abord, parce qu'ils ont certainement moins de budget dans la sécurité civile qu'ils en mettent dans la défense, c'est une chose, et c'est quelque chose aussi à revoir. Il faut peut-être rehausser certains budgets, pas au détriment d'autres, mais les rehausser. Et surtout pouvoir offrir, ce qui est quand même le minimum. Je rappelle que la Charte des Nations dit qu'un État a le devoir de protéger sa population et son environnement. Comment concevoir qu'on défend la France à 5000 km et qu'on n'est pas capable de porter assistance à des personnes dans un département français qui meurent parce qu'on n'est pas prêt? Non pas que ce n'est pas fait, mais on peut faire mieux. Nous avons imaginé une capacité globale de réponse aux crises humanitaires et environnementales. Et il y aura un démonstrateur qui sera présenté à Eurosatory pour la première fois. Vous voyez, nous emparons de sujets et nous proposons des capacités. Bien sûr, ce n'est pas nous qui avons raison. Ça intéresse les régions de France, ça intéresse l'État, les États, ça intéresse l'Europe, ça intéresse l'ONU, les autres États. Et en plus, cette présentation qui sera faite avec des sociétés toutes françaises. Voilà, une démonstration immersive qui sera réalisée pour les journalistes, notamment le dimanche, mais vous pourrez y accéder aussi les journées. Vous verrez que c'est une approche globale. Parce qu'aujourd'hui, quand on a une crise, il faut pouvoir rétablir le courant, il faut pouvoir amener l'eau potable, traiter les blessés, traiter dignement les morts, pouvoir peut-être refaire des infrastructures rapidement, il faut pouvoir rescolariser les enfants parce que dans un système qui va durer potentiellement, refaire des routes, etc. C'est une combinaison d'effets. Et c'est vrai que le domaine militaire est assez fort pour ça, faire la génération de force, pour pouvoir s'adapter à une crise particulière. On ne traite pas deux catastrophes différentes, une d'origine industrielle, l'autre d'origine environnementale, avec les mêmes moyens. Donc il faut s'adapter. Ça nécessite de s'entraîner. Une force qui n'est pas entraînée n'est pas compétente. Or, au moment de la catastrophe, on est dans le stress, il y a des morts, des blessés, il faut agir vite. Avec un système qui est coordonné, centralisé, géoréférencé, etc. Donc c'est ça aussi un défi que nous proposons. Et c'est une réponse, vous voyez, tout à fait évidente à des catastrophes qui vont se multiplier et dont nous proposons des solutions. Voilà, vous pourrez le voir. C'est une façon pour nous de dire que non seulement nous organisons un salon, mais nous faisons la tendance. Voilà, les solutions, lorsque vous êtes sur Eurosatory, une lecture que je vous donne transverse, si vous êtes intéressé par la protection de grands parcs naturels, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique ou ailleurs, vous avez tout ce qu'il faut sur Eurosatory pour faire votre marché. Et la protection des grands parcs naturels, ça demande des moyens de l'espace, des moyens aériens, des moyens fluviaux notamment, des moyens au sol. Et donc, vous avez tous les moyens. C'est aussi un défi. Les parcs naturels sont d'abord pillés. Par exemple, j'étais l'autre jour en Côte d'Ivoire. Ils font face à de l'orpaillage comme chez nous. C'est quand même
800 sites d'orpaillage et 500 000 clandestins qui sont en train de piller les réserves de ce pays. C'est aussi souvent, dans certains pays, une zone de refuge pour les terroristes. Donc la protection des grands parcs a un effet contre la criminalité, contre le terrorisme et pour la protection des ressources. C'est fondamental en Afrique, c'est fondamental en Amérique du Sud, c'est fondamental dans certains grands parcs. Nous devons aussi répondre et nous pouvons le faire. Vous voyez, l'offre Eurosatory est extrêmement large. Autre chose, bien sûr, c'est la sécurité des événements, mais j'insiste pas, Magda en a parlé, vous trouvez sur Internet tous les moyens de créer votre métacapacité, un système de systèmes, pour alléger les systèmes, les coordonner entre eux et surtout avoir la compréhension de situation globale, qui est fondamentale. Tout ça repose sur le numérique notamment. Eh bien, c'est une capacité qu'offre Eurosatory aux grands décideurs de vouloir aussi aborder un système complet. Voilà. Les tendances militaires, notamment, clairement, qui se dessinent aujourd'hui. Ce salon est le premier salon, finalement, du nouvel ordre mondial. C'est un salon, je dirais, de transition, parce qu'il prend en compte cette nouvelle donne. Je pense que le salon 2024 sera un salon beaucoup plus orienté sur les solutions, mais d'ores et déjà, les tendances qui sont là sont des tendances qui sont pérennes, hein, c'est-à-dire qu'on ne se trompe pas, mais on va passer certainement à un stade au-dessus. Et nous proposons déjà des solutions par rapport à ça. La tendance, je l'ai dit, c'est d'abord la connectivité, le numérique. On ne reviendra pas dessus, hein, c'est très clair. D'abord, on ne sait pas faire. On ne sait pas revenir à l'âge de pierre, entre guillemets, qui est analogique. Hein. Mais par contre, il faut que ce soit beaucoup plus résilient. Le drone, vous l'avez dit, mais c'est aujourd'hui non seulement un key player, comme disent les Américains, mais c'est un game changer. Aujourd'hui, le drone vous rend un terrain transparent. Transparent. Là où il y a quelques années, moi, avec mes chars, une ligne de crête, c'est un obstacle à ce que je voyais derrière. Je peux voir ce qui se passe derrière, largement, sans avoir, même moi, être vu. Et le problème, c'est que la technologie a un pouvoir égalisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour lutter contre les drones, personne ne sait bien faire. Personne ne sait bien faire. Aucune société, si sophistiquée soit-elle, n'est capable de proposer la solution de lutte anti-drone. Donc aujourd'hui, il y a une épée qui est apparue depuis 5-6 ans, c'est le drone, on le savait. Hein. Chez nous, c'était développé, mais l'ennemi l'utilise à des niveaux très bas. Et c'est des drones qui sont fabriqués pour très peu cher, hein, et en masse. Et même des essaims de drones maintenant. On n'est plus qu'au drone. On commence à lutter contre le drone, mais ils sont déjà à l'essaim de drones qui saturent. Et donc, aucune société. Ça veut dire que le bouclier n'est pas à la hauteur de la lance aujourd'hui. Vous savez, l'histoire du monde, c'est une lance, un bouclier. Et puis à un moment, quand on fait la lance, le bouclier arrive à arrêter la lance. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas arrêter la lance. Et nous aurons demain des morts en opération, des armées françaises, occidentales, du fait des drones. C'est une évidence. Et de l'incapacité à les neutraliser tous. Donc le défi est monstrueux. Et ça tombe bien, les industriels aiment le défi. Et ils doivent se situer et proposer des solutions. Des solutions à mettre en œuvre dans les armées. La plupart des armées n'ont pas de système de lutte anti-drone. Ou alors très échantillonnaire en adaptation active. Mais ce n'est pas aujourd'hui, et je rappelle, la défense solaire elle-même, et aujourd'hui, elle a largement été évacuée des armées du fait de combats asymétriques qui font qu'avec la baisse des budgets, les gens cessent de s'acheter ce qu'ils n'utilisent pas, ce qui est un peu un problème, parce que je rappelle que l'armée, c'est une assurance, et quand en 5% des cas, vous dites je ne les fais pas parce que je n'ai pas les moyens pour faire, si ces 5% arrivent pour une armée, c'est catastrophique de perdre une guerre parce qu'elle n'a pas traité 5%. Parce qu'une armée équipée à une guerre, c'est un État qui se déclasse. Voilà. Voilà, donc les renseignements militaires seront essentiellement autonomes. L'intelligence artificielle qui permettra aux chefs, dans le brouillard de la guerre, de mieux comprendre la situation, parce qu'ils ont des capteurs partout, ils ont des données partout, mais ils ne savent pas les utiliser aujourd'hui. Donc là aussi, c'est là. Et puis, je l'ai dit, la résilience à ça. La résilience à ça. Les agressions, la guerre électronique. Les Russes sont très forts, à la fois en cyber, en moyen de guerre électronique. Ils n'ont pas abandonné du tout les moyens de la guerre froide. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Dans un contexte d'asymétrie, on a fait système extrêmement rayonnant, extrêmement détectable. Pourquoi il n'y a pas de menace en face? Donc on s'adapte, vous voyez. Et là, on revient, on constate que cette technologie qui faisait notre supériorité a un talent d'Achille assez impressionnant. Là aussi, des défis monstrueux. Et les salons sont là pour confronter l'industriel et faire en sorte que les défis soient relevés. Et ils ne sont pas simples. Nous avons 1000 m² dédiés au l'Eurosatory Lab. 80 startups qui font la tendance de demain. Hein. Nous parions que dans ces startups, ces 80 startups, il y aura demain des filons qui deviendront des réalités. Et comme par hasard, ces startups sont très orientées intelligence artificielle, cybersécurité, logiciel, drone et robotique. Si on est très loin du Terminator, et très très loin, je sais, Madame Parly parlait qu'il n'y aura pas de Terminator sur les Champs-Élysées longtemps, ce qui est une réalité. Entre Terminator et la réalité, il n'y a aucun rapport.
On est très très loin. Les systèmes sont extrêmement balbutiants en intelligence artificielle, mais c'est un défaut. Et comme toute chose, on serait fou de ne pas y aller. Parce que si l'ennemi potentiel y va, lui, eh ben, on sera désarmé. Voilà. Donc, c'est un espace qui sera extrêmement animé, cool, parce que c'est des startups qui ont un esprit tout à fait particulier. On aura des grands témoins qui viendront animer, et on aura une animation. Là, on vient de lancer un challenge avec la société Agorize, c'est français, Agorize. Je fais partie du jury, donc on se retrouvait face à 45 startups. Donc le vainqueur gagnait un stand gratuit sur Eurosatori. On espère que les autres se disent bah, j'ai pas gagné, mais je viendrai quand même au Satori. Startup mondiale, et c'est extrêmement intéressant de voir le panel très différent de ce qu'elle propose. Véritablement, bien évidemment, vous le savez comme moi, ça n'est pas un domaine réservé des startups, et les grands groupes sont les premiers à innover. Mais les startups, elles, n'ont pas le choix. Parce que si elles se positionnent sur le marché, elles sont obligées d'innover. Startup qui n'innovent pas, startup qui ne vit pas. Donc c'est un struggle for life. Voilà. Donc c'est tout à fait intéressant d'essayer de déceler. Hein. Je rappelle que notre vocation, c'est quand même d'inventer, de participer directement à l'invention de la défense et sécurité de demain. Parce qu'on est des experts, parce qu'on voit ce qui se passe dans le monde, parce que notre société est entièrement dédiée à ça, et de créer et de faire la tendance. La différence entre Eurosato et les autres salons, c'est que lui, il prépare demain, il voit demain, alors que les autres proposent. Nous, on mâche le travail et on décèle les tendances, on les promeut. C'est le cas de Helped. Voilà. Un autre exemple, hein, de la suite d'initiatives qu'a eu le J4 avec la gendarmerie, permettent à la gendarmerie de s'adresser à des sociétés. Hein, donc il y aura un B2B virtuel. Vous voyez, ça aussi, c'est des choses qui viennent du Covid et qu'on a intégré. Une partie hybride du salon qui permettra à la gendarmerie de faire un peu l'état de l'art, de voir, alors on l'étend bien sûr de l'aspect français à l'aspect européen, de voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que la tendance à saisir. Vous savez, moi j'ai servi longtemps dans l'armée, et je vais systématiquement à Satori. Parce que les armées ont une vision top-down des choses, c'est-à-dire on pense une future, on la pense, et puis on est content de ce qu'on a pensé, donc on veut l'appliquer. Et puis quand on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on n'a pas pensé qui sont là. La technologie va beaucoup plus vite. Et le salon, c'est, on veut voir venir des gens qui pensent leur défense et qui trouvent des solutions, mais on veut surprendre des gens en disant, j'ai découvert quelque chose, quoi. Je ne pensais même pas ça, je n'avais même pas formulé ce besoin, il est là. Ou alors je l'ai formulé, je ne pensais pas qu'il se réaliserait. Parce que la technologie avance tellement vite, et il faut être très humble là-dedans, c'est que les armées vont découvrir, et les systèmes de sécurité aussi, les ministères de l'Intérieur, des moyens qui leur permettront d'être plus efficients face aux défis qui sont monstrueux, qui sont sur la sécurité de leurs citoyens. Voilà. Et donc, nous sommes très fiers d'avoir d'accompagner la gendarmerie sur ce sujet qui permettra à la gendarmerie de mieux être informée sur les capacités qui émergent auxquelles qu'elle doit s'approprier. Voilà. Et j'en termine par, nous sommes très fiers aussi d'être le premier salon de défense et sécurité au monde labellisé sur ce label européen, qui est un label éthique. Nous voulons, et je l'assume parfaitement, un salon responsable. Hein. Nous appliquons la Charte des Nations Unies, on s'adresse aux États régaliens, hein, qui doivent, je l'ai dit, protéger leur population et leur environnement. Et c'est ça nos interlocuteurs, qu'ils soient ministres de l'Intérieur, ministres de la Défense, c'est eux à qui on s'adresse. Et dans le même temps, on est sans aucune complaisance avec ce qui ne serait pas dans ce qui est autorisé. Je rappelle que dans les conditions générales de vente, tout système qui ne répond pas aux normes internationales est interdit. Et si une société est amenée, le stand est immédiatement fermé. Voilà. Ça s'appelle l'éthique aussi. Hein. Et puis, une démarche environnementale. Eurosatori fait un effort énorme sur le tri des déchets, etc., sur le choix de ses sous-traitants, sur les moquettes sont des choses retraitées. Vous voyez. Donc, on fait un effort, on s'inscrit nous-mêmes, c'est une évidence. Si on considère que dans les trois changements majeurs, il y a la réforme climatique, la haute intensité, enfin la guerre interétatique et le numérique, ça serait un malheureux qu'on ne s'applique pas nous-mêmes ça. Donc, on est très fiers de ça, de ce label et qu'on va promouvoir, bien sûr, autour de nous, auprès de nos sous-traitants et de ceux qui voudront bien nous accompagner là-dessus. Voilà, j'en ai fini. J'ai peut-être été trop long, je suis désolé. On est prêt à répondre aux questions. On a beaucoup parlé sur tout ce qui est logistique. Donc, est-ce qu'il y a un manuel logistique? Parce que bon, on parle que les Russes, ils ont manqué de logistique. Est-ce qu'il y a des logiciels ou des sociétés ou des manuels qui parlent sur tout ce qui est logistique dans la guerre?
dans le salon. Alors, sur la logistique, vous portez un point qui est fondamental parce que c'est quelque chose qui peut être parfois sacrifié dans les budgets d'armement. On se dit, commander des camions, waouh, c'est moins sexy que commander d'autres choses. Mais la logistique et la France qui a mené des conflits sur des très grands espaces. Je rappelle que quand même, quand on a, c'est pas l'opération Serval, on a débarqué à Dakar, on fait 1500 km jusqu'à Bamako, hein, avec nos moyens, hein, et on fait un raid d'1 millier de kilomètres. Et ça, sans logistique, ça ne suivait pas. Sans pièces de rechange, sans munitions, sans eau pour les hommes, sans tout ce qui est l'impédimental, c'est même pas la peine d'y penser. Même pas. Donc la logistique est centrale sur une armée. Et vous avez tout à fait raison. Donc ce sont des moyens qui sont centraux. On a une expertise très forte en logistique, d'ailleurs des trois milieux, hein, que ce soit le transport stratégique par air, que ce soit un transport par voie maritime ou par voie terrestre. On a des armées qui sont très gourmandes, hein, en termes de moyens. Nos soldats ont des bouteilles d'eau. Il faut transporter, palettiser ces bouteilles d'eau. Hein. Voilà. Ça fait partie maintenant du standard du soldat en opération. Donc il y a énormément de choses. Et c'est un sujet dont les sociétés ont parfaitement conscience. Hein. Elles sont d'ailleurs une diffusion qui se fait assez facilement entre les armées, la DGA et les sociétés elles-mêmes, les dialogues permanents. Ils connaissent parfaitement les besoins. Aujourd'hui, pour parler de l'armée terre française, la logistique, et pour une bonne part, terrestre est livré en 2e LPM. D'où l'importance de respecter les LPM. On livre Scorpion, l'avant, super ligne protégé, mais l'arrière, il a encore des camions qui sont assez anciens. Donc pouvoir renouveler le parc des camions citernes aussi, hein, parce qu'un Jaguar et un Griffon, c'est plus gourmand qu'un Ami CRC ou un VAB, parce que ça vient 40 ans après, c'est comme si vous voyez de votre R14, pour ceux qui sont trop jeunes, excusez-moi, au dernier modèle de Renault. C'est un peu ça. Hein, on est 2 fois plus puissant quand même. Et donc, il faut tout ça. Et si on n'a pas cette logistique, qui sont des hommes humbles, mais qui font la guerre eux-mêmes, s'ils ne sont pas là, la guerre ne se fait pas, et ce sont nos morts en opération. L'ennemi ne s'y trompe pas, même en Ukraine, il va cibler la logistique. Pourquoi la logistique? D'abord, c'est des cibles, on appelle molles, plus faciles. Et deuxièmement, un logisticien qui est touché dans la rue, il ne taille pas l'avant, et l'avant s'arrête. Vous avez des chars russes qui étaient arrêtés parce qu'il n'y avait plus d'essence. Abandonnés. En frappant la logistique. C'est quand même plus facile de frapper la logistique que de frapper le char lui-même. Voilà. Donc, vous avez raison, la logistique est centrale. Et c'est pour ça qu'il y a 15% des exposants qui sont la logistique. Juste pour revenir au salon, pour rappeler hein, qu'une grande innovation de ce salon, ce sont les zones thématiques qui vont vous permettre pour vous de voir des vitrines. Donc au-delà des grands stands, des grands groupes, des stands moyens, des petites stands, des petites entreprises, il y a en plus organisé des zones thématiques dans lesquelles plusieurs entreprises exposent à la fois. Donc la robotique en est un, et il y en a beaucoup d'autres, qui peuvent vous permettre à vous aussi de voir des vitrines un peu cohérentes, sujet par sujet. Alors pour les Russes, hein, je réponds à la question. Quelqu'un a posé la question sur les Russes. Donc oui, des sociétés devaient venir, bien sûr, qui répondent aux normes non-embargo, c'est notamment textile, etc. Vous savez que les Russes avaient un embargo depuis la crise du Donbass qui consistait à interdire qu'ils amènent des matériels de guerre sur les salons. Ils pouvaient venir exposer, et simplement pas de délégation officielle, mais l'industrie pouvait venir exposer. On avait 3 exposants russes, on les a contactés pour leur dire c'est pas le moment de venir. Ils ont parfaitement compris d'ailleurs. Donc il n'y aura pas de Russes sur le salon. En revanche, on aura un pavillon ukrainien. Les Ukrainiens seront présents avec un pavillon de 200 mètres carrés sur le salon. Et nous les avons d'ailleurs aidés. 2 petites questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des nouveaux pays qui participent cette année qui n'étaient pas présents il y a de ça 4 ans? Oui. Et deuxièmement, avez-vous constaté une demande croissante des demandes des sociétés depuis le 24 janvier? Alors, oui, aux 2 questions. D'abord, les pays nouveaux qui apparaissent sont l'Égypte, le Mexique, la Côte d'Ivoire, la Macédoine du Nord, c'est anecdotique, mais il faut le dire, Andorre. Andorre, la première société de défense. Mais à côté de ça, on assiste à des multiplications. Le Luxembourg, c'est 450% par rapport à ce qu'ils avaient fait en 2018. Hein. Bon, il passe de 4 à 18, mais c'est quand même très important. La Suisse, plus 65%. Donc, il y a eu effectivement un effet. Vous savez, on a quand même commercialisé ce salon. C'est un salon qui est très important, qui se commercialise. On a commercialisé en février 2021. Autant vous dire qu'on était dans le brouillard de la guerre. Hein. On était en pleine pandémie encore, dans un constat où on ne savait pas ce qu'est donné les pandémies. Et on a, vous savez, comme moi, aussi bien que moi, qu'on a eu des vagues, des retours. Hein.
Aujourd'hui, on est en situation parfaite parce que de toute façon, on n'a pas aussi de contraintes sur la pandémie. C'est aussi une chance, parce qu'on a le droit d'avoir la chance aussi. Non seulement un conflit aux portes, mais aussi une pandémie qui est en tout cas au moins en pause. Hein, je ne veux pas insulter l'avenir sur nous. Mais on a construit ce salon de façon prudentielle. On est quand même un salon qui était annulé auparavant. Hein. Et c'est pas rien, un salon qui s'annule, le salon du Premier Guerre mondiale. Ça a été quand même un choc assez important pour le G4 et pour le COGES. On a construit ce salon de façon prudentielle, mais effectivement, dès lors que les gens ont vu que la pandémie devenait moins problématique, parce que c'est aussi un sujet. Donc on a vu le fait que la pandémie ne venait pas, ça libérait les gens. Et effectivement, le conflit a amené, comme je l'ai dit, des États du Nord dans des proportions tout à fait importantes et de l'Est de l'Europe s'inscrire. Ça, c'est il n'y avait pas de raison qu'il le fasse sinon, en tout cas dans ces proportions. Donc oui aux deux. Une question ici, devant vous, ici, voilà. Est-ce que l'Ukraine sera un pays à l'honneur, soit en recevant un prix ou quelque chose dans ce thème? Et ma deuxième question, est-ce que ce salon, après 4 ans d'absence, ou plutôt 2 ans d'absence, pour être plus précis, il y a une croissance ou une décroissance d'exposants et aussi en termes financiers? Voilà. Alors, l'Ukraine sera présente. Il ne revient pas à nous de les mettre plus à l'heure qu'ailleurs. Je pense qu'ensuite, c'est une démarche. Nous avons aidé. Clairement, hein, avec mon directeur commercial, on a fait un effort pour eux. Parce qu'ils sont en guerre, parce qu'il y a quelque temps, ils ne savaient même pas s'ils allaient venir, ils ne savaient même pas s'ils allaient pouvoir tenir le stand. Ils nous demandaient même de ne pas éventuellement les rembourser de leur première partie parce qu'ils ne savaient pas où irait l'argent. Donc, vous voyez, on est dans cet état-là. Hein, et c'était il y a peu de temps encore. Hein. Donc aujourd'hui, les Ukrainiens sont bien présents, 200 mètres carrés, qui leur permet d'être présents de façon très visible. Nous avons fait l'effort à notre niveau. Après, je pense qu'il y aura effectivement des marques de sympathie fortes de la part de beaucoup de personnalités qui viendront sur l'Ukraine. Voilà, c'est logique pour ça. Deuxièmement, sur le salon, donc oui, il est en succès. On a notre surface aujourd'hui. Ce salon, il se passe sur 155 000 mètres carrés quand même. Hein. 155 000 mètres carrés sur le salon, tout compris. Hein. 80 000 mètres carrés commercialisés, mais 155 000 mètres carrés en comptant les zones de démonstration, etc. Donc, c'est le plus large du monde. On a égalé et même un peu dépassé 2018, qui était le record. Le record. Alors qu'on a de l'ordre de 70 sociétés qui ne viennent pas du fait de pandémie, qui seraient venues s'il n'y avait pas la pandémie. Hein. Donc, on aurait dépassé largement. On ne va pas se plaindre, on est très heureux d'être là. Et honnêtement, c'est inespéré d'avoir ces conditions qui se réalisent. Pour nous, à la fois géopolitique malheureuse, pour prendre conscience d'un salon qui prend une dimension complètement différente de 2018, en tout cas pour l'Europe, qui certainement va redevenir, vous savez, les systèmes qui investissent dans la défense et la sécurité, c'était essentiellement le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est, notamment avec la Chine qui serait armée, ça faisait peur d'autres pays. Aujourd'hui, l'Europe, avec ces annonces, reprend conscience de plus de sa défense. Au point, comme le disait Marc, de revoir des sujets de taxonomie où on commençait à mettre de côté, c'est pas forcément fini, des sociétés de défense. En tout cas, il faut que l'Europe ait de la mémoire et n'oublie pas, si le danger s'arrête, qu'elle est passée à côté d'une catastrophe de guerre. Hein, je ne parle pas de celle des engrenages, hein, et je crois que 80% des Français ont eu peur. Je me demande pourquoi 20% n'ont pas eu peur. Mais ce n'est pas fini. Donc aujourd'hui, je pense que l'Europe a une chance inespérée de comprendre qu'elle peut restructurer sa BITD, comme on en parlait tout à l'heure, parce que restructurer une BITD et créer des systèmes qui n'existent pas en Europe. Il n'y a pas d'avion de guerre électronique en Europe, produit en Europe. Il n'y a pas de missiles longue portée, de roquettes d'artillerie longue portée. GPS, il n'y en a pas. Et pourtant, c'est très simple à faire. L'Europe, en fait, est très forte pour se confronter à elle-même sur des blindés ou des camions et évite d'autres sujets. Où est-ce reprend sur les Américains. Si l'Europe arrive à développer ce système complet de BITD notamment et de combler ses trous, ce qui est important, et de s'organiser, eh ben, elle pourra peut-être d'ici 30 ans, parce que ça prend 20 à 30 ans, être complète. Et si jamais, à ce moment-là, les Américains regardent ailleurs, eh ben, elle pourra assumer sa propre défense. Donc voilà, c'est un salon qui se commercialise très bien, qui reste de loin le premier mondial, de très loin, et qui est en place, qui progresse. Merci. Pour les médias, est-ce qu'on peut penser qu'il y aura un atelier spécifique concernant les armements nucléaires? C'est la première question. Et la deuxième question, vous avez une expertise, mais qu'est-ce que vous entendez? Est-ce qu'il
il y a une différence entre les exposants et les marchands d'armes. Alors, premièrement, il n'y a pas de nucléaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nucléaire dans le domaine terrestre aujourd'hui. Le nucléaire, c'est d'abord, il y a peu de nations nucléaires. Et les nations nucléaires, en tout cas occidentales, sont essentiellement aujourd'hui dévolues à des systèmes aériens ou des systèmes sous-marins nucléaires sans danger. Hein, donc il n'y a pas de nucléaire, il n'y a même pas de propulsion nucléaire dans le domaine terrestre. Donc il n'y a aucune raison, il n'y en aura pas. Il n'y a pas de société qui traite du nucléaire sur Satori. Premier point. Deuxième point, je trouve que la notion de marchand d'armes est très réducteur. C'est même, je dirais, péjoratif. Je rappelle que 90% des sociétés qui exposent ne font pas d'armement létal. 90%. Donc déjà, à 90%, Eurosatori ne vend pas d'armes létales. 90% des exposants, donc environ 1500 exposants, hein, ne vendent pas du tout d'armes létales. Donc déjà, c'est restreint, ce n'est pas un centre de marchand d'armes. Et deuxièmement, nous adressons aux États. Je suppose que l'État auquel vous appartenez, en tant que citoyen, c'est un État qui compte dans le monde, qui est à l'ONU, et qui, je rappelle la Charte des Nations Unies, qui dit que chaque État a le devoir de protéger ses citoyens et son environnement. Donc on s'adresse aux États. Il n'y a pas de mercenaires qui viennent acheter d'armes sur Osatori. Hein, le visiteur privé n'est concerné que par... non, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, avec Wagner et tout ça, on ne sait plus. Le visiteur privé, lui, va s'intéresser à des systèmes de protection de buildings, de sanitaires, etc., d'infrastructures civiles. Hein, pour protéger les chaînes d'hôtels, protéger des aéroports. On a des très grands acheteurs qui vont venir du sud asiatique pour protéger leurs aéroports. C'est les fameux Safe City, Safe Building et Théâtre de confiance. Ça, et la vision transverse. Si demain, un pays d'Afrique veut venir, je veux protéger mes parcs, il trouvera sur Satori tout ce qu'il faut, et nulle part ailleurs. Parce qu'il aura une offre tout à fait complète de moyens militaires, policiers, civils, des 5 milieux. Voilà. Donc, marchand d'armes, si vous voulez, je trouve que c'est péjoratif. Parce qu'ils vendent des systèmes létaux, oui, mais à des États responsables. Et en plus, ça ne se fait pas sur le salon. Ça passe par des commissions. Chaque État, en France, par exemple, il y a une commission qui décide. Par essence, en France, l'exploitation est interdite. Donc, toute exploitation est une exception. Et donc, étudiée particulièrement. Après, il y a des États responsables. Je répète, Charles, excuse-moi, mais je répète, hein, donc 90% des exposants ne vendent pas d'armes létales. 90%. Oui. Je reviens sur les exposants ukrainiens. Oui. C'est une question qu'il faudra leur poser, mais je vous la pose quand même également. Quelle est la raison de leur présence? On imagine qu'à l'export, ils ont déjà leur main pleine avec les besoins nationaux. Qu'est-ce qui les décide à l'avenir à Paris pour... D'abord, c'est une société, dans les sociétés ukrainiennes qui sont présentes, je pense au contrat intercommercial, c'est d'abord une société d'exportation d'armement. L'Ukraine a conservé une industrie extrêmement forte. Lorsque l'Union soviétique a été démembrée, je dirais, en 90, l'Ukraine, qui a pris son indépendance par les premiers États, disposait d'un consortium industriel militaire tout à fait remarquable. Tous les T-64, qui à l'époque les chars les plus modernes, ont été construits à Kharkov, devenu Kharkiv. Donc, et ils ont développé, si vous regardez bien, ils développent exactement... Pourquoi? Parce que l'effet de guerre fait qu'un État qui réagisse à la guerre, vous avez un pouvoir, je dirais, multiplicateur. Regardez l'entrée en Deuxième Guerre mondiale des États avec des avions hélices et la fin en avions à réaction. Il y a une accélération folle. Et pour l'Ukraine, qui est en struggle for life, non seulement un reçoit équipement, mais développe. Ils ont développé un système anti-char qui est absolument remarquable. Et qui est combat proven. Pour le coup, on peut dire qu'il est combat proven. Ils développent des drones eux-mêmes. C'est-à-dire que leur industrie, qui dispose d'ingénieurs, de capacités technologiques, est en train de produire. Et donc, ils sont légitimes, comme État, pour pouvoir exporter, et en tout cas faire savoir, il y a certainement aussi une valeur symbolique, mais ils sont présents sur les salons d'armement, les Ukrainiens. Et c'est pas nous de juger s'ils peuvent exploiter ou pas. Et ils peuvent le faire parce qu'ils ont une compétence. Et je pense que leurs armements ont démontré pour beaucoup d'entre eux leur pertinence. Et je pense que les munitions, notamment les armes anti-chars ukrainiens, se situent dans des très bonnes armes anti-chars. Après, s'ils sont plus compétitifs que d'autres, certains viendront leur acheter leur système. S'ils sont crédibles et compétitifs, il n'y a aucun raison qu'on n'achète pas. En plus, je pense qu'ils ont un capital sympathie dans le monde qui va un peu les aider. Mais il faut bien penser qu'il y a des pays, des continents, hein, où le paradigme est inversé. Le continent africain aujourd'hui, on connaît bien le continent africain parce qu'on s'enrichit de l'Afrique depuis un certain temps. Aujourd'hui, c'est un lieu d'influence des pays. La Turquie est très présente.
Les Russes étaient présents, les Biélorusses étaient présents, les Chinois sont très présents, etc. Donc ce que vous voyez dans chaque région est une logique, je dirais, géopolitique de la région. Placez-vous ailleurs et vous aurez d'autres choses. Et vous trouvez des sociétés ukrainiennes présentes dans beaucoup de pays, parce qu'il y a un capital de confiance entre les États. Quand on vend des armements, c'est d'État à État. Ce n'est pas d'industriel à État. Hein, l'État, il y a une caution d'État. C'est un acte politique d'acheter des systèmes d'armes. C'est pour ça que les Ukrainiens sont légitimes. Et ils ont une industrie tout à fait respectable. Ben, allez les voir sur Rosatori. Pour les questions, on va suivre le micro, ce sera plus simple. J'ai Pascal Sabama, BFM Business. J'ai une question sur le numérique, sur la gestion des données. Ce sera important sur Eurosatori, j'ai bien compris. Est-ce qu'il y aura des acteurs du cloud? On sait que des boîtes comme Microsoft, comme Google travaillent avec le Pentagone, que le partenaire cloud des JO 2024, c'est Alibaba, c'est le chinois Alibaba. Est-ce qu'on pourra voir des sociétés françaises, américaines ou chinoises spécialisées dans la gestion des données sur Eurosatori? Alors, oui, c'est sûr. Cloud, je ne sais pas, il faut que j'en parle à mon directeur commercial. Jérémy, tu as un sujet sur le cloud, des sociétés qui sont plutôt spécialisées dans le cloud? Microsoft, ça représente. Atos. Voilà. Et rajouter que dans le domaine du traitement de la donnée pour la défense, hein, donc le programme français qui s'appelle Artemis est réalisé par la société qui s'appelle ATA. Et donc ATA sera évidemment présent à la fois sur le stand de Thales et le stand d'Atos. Parlez-nous un peu de votre service de presse pour changer un peu. Service de presse sur place. Vous comprenez que le salon n'est pas un salon vinicole ou agricole et que c'est très pointu, spécialisé. Et par téléphone, je n'ai pas pu avoir la certitude qu'il y aurait un service pour les journalistes qui débarquent individuellement et surtout pour accueillir un groupe, même restreint, de journalistes qui voudraient passer une journée ou quelques heures avoir un peu une visite guidée, puisqu'on ne peut pas prendre une brochure et un plan et aller se balader dans un salon aussi compliqué, aussi pointu. Je vous passe le micro. Bonjour tout le monde. Oui, évidemment, on a un centre de presse au niveau du salon qui est situé au niveau du hall 6. On vous accueille avec toute l'équipe d'Eurosatori. On sera 4-5 présentes. Alors, pour des visites spécifiques sur des thématiques données, n'hésitez pas à nous contacter à l'avance. On pourra la préparer avec vous. Si besoin, on verra si une personne peut vous accompagner sur place, mais on n'est pas un nombre extrêmement important. Donc, passer une journée entièrement dédiée sur un groupe de journalistes, ce n'est pas forcément évident. Mais on fera de toute façon toujours le maximum pour vous donner les informations, pour vous aider aussi à rentrer en contact avec les exposants si vous avez besoin de faire des interviews spécifiques. On a au centre de presse aussi toutes les données des dossiers de presse des exposants qui sont accessibles. On a mis en place une web application qui va vous permettre de localiser tous les exposants, les conférences, de préparer vous-même vos programmes ou en lien avec nous. Vous utilisez vos codes d'enregistrement et ça vous permettra de tout récupérer sur place pendant le salon. Un autre service aussi avec notre partenaire Active Company, on a une plateforme qui s'appelle eurosatorimedia.tv qui vous permettra de récupérer des rushs vidéo, les communiqués de presse et dossiers de presse des exposants en version digitale et des photos aussi quotidiennes que vous pourrez récupérer directement en version haute définition. J'insiste sur la fondamentale, parce que c'était un gros progrès d'Eurosatori par rapport à 2018 qui était déjà au meilleur niveau mondial. On a une web application. Aujourd'hui, vous ne téléchargerez pas une application, vous irez sur un site et vous aurez vraiment une approche 3D du salon. Vous pouvez localiser très précisément chaque stand, vous pouvez faire du networking, vous avez accès à la liste des conférences, vous pouvez réserver vos conférences. C'est extrêmement facile d'usage, même moi j'arrive à l'utiliser. Et donc vous verrez que c'est une aide fondamentale pour accéder à un salon qui est immense. Et vous avez des parcours thématiques qui vous sont proposés. Vous choisissez de voir les robots, vous cliquez, vous avez toutes les thématiques qui sont proposées. Bien sûr, la liste de tous les exposants. Vous avez une foule d'informations et du networking aussi en mettant en place vos coordonnées si vous voulez échanger avec quelqu'un. Donc, allez sur cette web application qui est sur le site.
Le QR code est là pour la télécharger sur votre mobile. Faites-le avant de partir et vous aurez la web app téléchargée sur votre portable. C'est fondamental pour faire un bon Eurosatory. La numérisation, une fois de plus. Question pratique pour les groupes journalistes avec 2 caméramans. Je pense que ce sera gratuit pour le montrer. Est-ce qu'il y a des invitations Oui, alors en effet, pour vous inscrire sur le salon, c'est sur le site internet. Vous demandez votre accréditation en remplissant un formulaire. Nous, on les validera derrière. Vous aurez votre badge imprimé par vous-même en couleur et vous vous présentez aux entrées du salon sans problème. Les caméramans sont bien évidemment acceptés avec leur matériel. Aujourd'hui, on a 400 journalistes qui sont accrédités. Donc voilà, il reste des places, évidemment. J'en profite aussi pour vous dire et vous rappeler qu'il y a la journée presse du dimanche 12. Ça a déjà été annoncé pendant la présentation. Mais voilà, c'est vraiment un effort qui est fait de présenter toutes les démonstrations dynamiques qui se dérouleront pendant la semaine sur une seule journée. Donc c'est assez dense, ça commence à 9h30 jusqu'à 16h45. Mais vous aurez vraiment la possibilité de discuter et de rencontrer les industriels d'Eurosatory présents à ces démonstrations, mais aussi toutes les forces, les élites françaises qui participeront, dont on vous a annoncé tout à l'heure les participations, donc le REL, le GIGN, les CRS pour la première fois, la BSPP, et j'en ai oublié un, je crois, la BRI et l'armée de terre. Voilà, donc les communicants de ces groupements seront présents, donc vous pourrez bien sûr aussi discuter avec eux et avec les opérationnels. Et c'est le même badge que celui pour le salon. Daphné, j'ajoute, vous avez tous votre invitation. L'invitation est dans le dossier de presse. Dans le dossier de presse, dans les pochettes. Avec les informations. Oui, petite question. Pierre Tran, SLD Info. Si j'ai bien compris, il y aurait 4 sociétés chinoises par rapport à 24 avant 54. Est-ce qu'il n'y a pas embargo suite au Tiananmen Square? Non, il n'y a pas d'embargo. Nous, on respecte les normes internationales. Oui. Sur embargo, Oui. on ne le fait pas, on le fait. Mais non, la Corée viendra dans des moindres mesures. Enfin, un tiers des Coréens viendront en moins sur nos Coréens qui doivent venir. Le Japon aussi viendra beaucoup moins. C'est vraiment la pandémie aujourd'hui qui est le système. Nous, on n'a pas lieu d'interdire les Chinois de participer à un salon, d'ailleurs qu'aucune convention les interdit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a bien embargo sur les ventes. Ah oui, ils peuvent exposer. Et puis, Tant qu'ils ne sont pas interdits d'exposer, ils peuvent exposer. Et puis, oui, est-ce qu'il y a fait un effet février 24 pour les demandes ou des exposants, le nombre des exposants ou est-ce qu'il y a un effet 24 février? Est-ce qu'il y avait une demande davantage des exposants? Comme Charles a déjà répondu à cette question, je vais répondre chiffré. avec un autre angle. Donc, d'un côté, c'est difficile, puisque de toute façon, les réservations sont montées de façon linéaire, donc c'est difficile de savoir ce qui est dû à ce qui s'est passé au 24 février. Pour autant, comme le disait Charles, beaucoup de pays du nord de l'Europe et de l'Est de l'Europe exposent et sont inscrits depuis. Donc il y a quand même beaucoup de sujets suédois, norvégiens et autres pays de l'Est de l'Europe qui sont arrivés après. Donc oui, la réponse est probablement oui. Dans de telles proportions, c'est forcément lié avec... c'est pas normal, c'est une projection linéaire. On peut passer pour la Suède de 14 à 20, 25, passer de 14 à 34 d'un coup en seul salon. Soit on est encore plus sexy qu'avant, soit il y a quand même un phénomène qui se fait. Juste pour faire suite à la question de mon collègue, est-ce qu'il y a un effet sur les délégations attendues? Et j'avais une autre question que j'ai oubliée, donc c'est pas grave. Pour les délégations, les invitations sont parties. Les invitations en termes de délégation officielle défense partent de la ministre des Armées. Ce n'est pas nous qui invitons, c'est le ministre des Armées qui invite. Et donc, nous, on reçoit les réponses des États. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est déjà à 212 délégations, c'était hier, par rapport aux 225. Comme ils sont en croissance assez exponentielle, on aura énormément de délégations. Notamment, on sait déjà qu'on explose nos scores en délégation de l'intérieur. Parce que nous les invitons nous-mêmes, et donc, elles, on a assez d'invitations plus tôt. Donc, on aura une forte influence. Et comme je l'ai dit, il y a 15% de visiteurs, je dirais, qui s'inscrivent en ligne, en plus par rapport à 2018.
Ce qui est assez énorme, parce qu'un salon qui a quand même, en termes d'entrée, je pense sous contrôle de ce qui était là en 2018, c'est quand même 100 000 entrées comptabilisées à peu près. Plutôt 50 000, mais en comptant les passages fréquents, on est à 100 000 entrées. Donc c'est un salon qui sera très fréquenté. Et je pense que la hausse, les annonces de beaucoup de pays, de certains de pays déjà, de hausser leur budget de défense, fait venir une société. Mais c'est logique. Il y avait moins de business européens sur le salon 2018, il y en avait, mais moins. Là, il y a des efforts des États qui ont été quand même assez traumatisés par leur, je rappelle, comme disait Marc Darmon, beaucoup moins habitués au conflit. Et je pense que vu de Berlin, le conflit ukrainien est plus sensible que vu de Paris, parce qu'elle est quand même beaucoup plus près de la zone, et certainement avec des traumatismes différents. Donc il y a une prise de conscience européenne qui génère forcément, de la part des sociétés des États européens, une possibilité de trouver des marchés supplémentaires. J'ai retrouvé ma question. Est-ce qu'il y aura des démonstrations dynamiques de sociétés étrangères ou d'institutions étrangères? Pas d'institutions étrangères. C'est vraiment les forces de défense et de sécurité françaises qui montrent le savoir-faire. Bien sûr, il y a des sociétés étrangères qui présenteront des matériels. Louis, tu peux me dire quelles sont les sociétés étrangères que tu as en tête pour les démonstrations dynamiques? Espagne, Estonie notamment. Les essais de drones, c'est qui? C'est français. Oui. Belge. Turc, non? Il n'y a pas une ambulance? Ah. Turc aussi. Ouais. Donc c'est international quand même, mais très français. Alors, une question plus pour le service de presse ou de communication. Je vois qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux, et pourquoi pas Instagram? Pourquoi pas Instagram? C'est une bonne question. Parce qu'en fait, c'est pas toujours évident de faire vivre des réseaux sociaux quand on a un salon tous les 2 ans. Et Instagram, pour nous, est un salon qu'on considère comme étant quand même très dans l'instantanéité. Donc, le faire vivre pendant le salon, facile. Le faire vivre dans les 6 mois après, ça reste jouable. Et après, on va pêcher un petit peu et on voudrait pas avoir une communauté qui se retrouve sans finalement contenu. Et puis, je vous avoue qu'avec déjà les réseaux qui sont sur l'écran, ça nous occupe déjà beaucoup. Et après... Pardon? Donc voilà, pourquoi pas Instagram, mais peut-être dans le futur. Le café est disponible pour ceux qui souhaitent pour échanger de façon informelle. Merci.